il y a vraiment, finalement, pas de cas où la personne est vraiment à 100% responsable d'une prise de poids qu'elle n'a pas souhaitée. Et je pense que ce sont des messages très importants à faire passer parce que finalement, cette culpabilité, c'est de la souffrance et cette souffrance, elle va elle-même entraîner du stress et des comportements alimentaires peut-être moins adaptés. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de Simp, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez Simp, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Bonjour Véronique, bienvenue dans le podcast Simp. Merci pour votre participation. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on discute un petit peu de nombreux ouvrages que vous avez écrits, et je pense qu'on va un petit peu essayer de retracer les différents livres que vous avez écrits autour un petit peu d'un sujet central, mais d'un sujet qu'on va essayer de dépasser un petit peu, qui est la prise de poids, essayer de dépasser un petit peu cette notion de prise de poids liée uniquement au comptage calorique, si je puis dire, en regardant un petit peu la biologie pour rendre cette notion de prise de poids un petit peu subtile. Parce que voilà, aujourd'hui, on sait que les hormones, le stress, le microbiote, tout ça se parle et parfois se dérègle. Et c'est justement ce dont on va parler avec vous aujourd'hui, Véronique, si ça vous convient. Parfait. Alors peut-être pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement qui est Véronique Yes? Alors, je suis en fait de formation diététicienne nutritionniste et puis je me suis beaucoup formée à côté dans de nombreux DU, que ce soit en micronutrition, en nutrition du sportif, en microbiote qui est devenu vraiment une passion et un intérêt majeur. Tant ce domaine est passionnant et est lié à tellement de choses dans notre santé. Aujourd'hui, je partage mon temps entre mes consultations, les formations que je donne en ligne et notamment des spécialisations sur le microbiote pour les professionnels de santé, l'écriture de livres et puis je m'occupe également d'une équipe de football en première division pour côté nutrition. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon activité en résumé. Ça fait un planning bien chargé, tout ça, j'imagine. Et oui. Et qu'est-ce qui vous a amené un petit peu à vous intéresser à ce lien entre hormones, microbiote, poids, qui, je pense, pas toujours la direction que prennent toutes les personnes qui ont une formation similaire à la vôtre? C'est vrai, j'aime bien la façon dont vous pesez vos mots. Alors, en fait, c'est tout à fait vrai. C'est qu'on a été formé, et on peut le comprendre, à regarder plutôt l'assiette sous l'angle macronutriments et donc calories. Et aujourd'hui, c'est une vision qui me semble, moi, totalement dépassée. J'ai eu ce sentiment très, très vite. Quand j'ai eu fini mes études, je me suis dit, oula, il y a un truc qui va pas, qui me manque. Déjà dans les comportements alimentaires, dire à quelqu'un de faire quelque chose et puis se rendre compte qu'il ne le fait pas, par exemple un patient qui a des pulsions alimentaires ou qui fait tout très bien, qui prend du poids, j'ai vite compris que ce comptage de calories n'était pas du tout ajusté et la solution. Et que restreindre les calories, c'est pas toujours nécessaire, ça marche pas toujours et ça a souvent des effets délétères. Donc je me suis intéressée dans un premier temps, mais je vous parle il y a des années, à la micronutrition et j'ai essayé de comprendre comment justement fonctionnait la sérotonine, pourquoi on pouvait comme ça avoir des comportements absolument incontrôlables en termes d'alimentation. Et donc ça a été vraiment la porte ouverte, la micronutrition. Et puis très très rapidement, je me suis rendu compte, comme beaucoup d'autres, de l'importance de la santé digestive. Et puis de lecture en lecture, de formation en formation, d'études en études, parce que j'ai le nez évidemment comme je donne des cours sur le microbiote, il faut être évidemment si possible à la page. Donc et ça
avance à une vitesse la littérature scientifique dans ce domaine que c'est pas toujours simple de rester à jour. Et donc, plus j'en apprends et plus j'ai envie d'en savoir et c'est vraiment quelque chose de passionnant qui permet aussi de sortir de cette vision totalement simpliste de calories in, calories out, qui permet de déculpabiliser vraiment aussi les patients parce qu'on peut leur expliquer qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas tant que ça sous leur contrôle, mais qu'on va quand même pouvoir faire des choses ensemble, et surtout de leur expliquer comment ça se passe à l'intérieur du corps et d'arrêter de compter simplement les calories. Donc voilà, ça m'a énormément aidé dans ma pratique de comprendre un peu comment ce système peut fonctionner. Voilà, un petit mélange d'intérêt et de passion, et j'en suis arrivée là. Oui, oui, c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs choses que vous avez dit que justement sur lesquelles j'aimerais revenir. La première chose, c'est l'explosion au niveau de la littérature scientifique sur le microbiote. C'est vrai qu'à partir déjà depuis 2015, mais surtout depuis 2020, quand on regarde la courbe du nombre de publications, c'est assez affolant. Et comment est-ce qu'on fait pour rester à la page? On en reparlera et on rentrera dans le microbiote un peu plus tard. Mais je pense que d'abord un point qui est très important, c'est cette notion de culpabilité face à la prise de poids, se dire que si je n'y arrive pas à perdre du poids, c'est parce que je fais pas ce qu'il faut, ou en tout cas c'est parce que je n'arrive pas à me discipliner assez ou autre, alors que pour certaines personnes, comme vous disiez, ça fonctionne pas exactement comme ça. Et donc ça, je pense que c'est un sujet on va peut-être commencer avec ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe vraiment en fait chez les personnes qui prennent du poids et où c'est un peu plus complexe que juste cette notion de calories. Mais peut-être avant, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent et peut-être se retrouvent ou dans ce que vous dites. Si vous avez quelques exemples de choses que vous entendez souvent en consultation, un petit peu les cas assez typiques de personnes qui viennent vous trouver et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, et comment ça s'est un peu passé pour eux, pour elles, le parcours. Je pense que c'est assez intéressant on entend beaucoup de choses et c'est pas toujours facile de se retrouver dans les parcours. Je pense que c'est toujours bien d'entendre ce que d'autres personnes ont vécu et se dire qu'il y a des solutions dont on va parler juste après. Oui, alors c'est évidemment extrêmement hétéroclite, mais globalement, vous avez les personnes qui sont au régime depuis qu'ils sont tout petits, parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils sont considérés comme ronds. Donc on voit déjà que évidemment il y a quelque chose qui échappe. C'est pas un enfant de 2 ans qui est en surpoids, c'est pas parce qu'il va au McDo 4 fois par semaine. Donc c'est clair que c'est pas sous son contrôle. Donc à partir du moment où il y a des privations qui sont mises en place, ben ça peut évidemment largement influencer le métabolisme, influencer la composition du microbiote. Ça peut entraîner des frustrations qui vont entraîner des compensations alimentaires. Donc ça c'est un profil type. Après vous avez les personnes qui enchaînent les régimes, qui étaient très bien avant, mais qui ont pris du poids parce qu'elles enchaînaient les régimes. Donc un régime, c'est vraiment quelque chose qui, à terme, favorise plutôt la prise de poids parce qu'on sait aujourd'hui que le métabolisme va s'adapter. Notre corps est extrêmement intelligent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait quand on le restreint? Il se dit, bon, ben, je vais me contenter de ça, donc je vais brûler moins et stocker. Et donc, voilà, tout simplement, ces personnes se mettent à perdre 3, reprendre 4, parce que ça entraîne des compensations, que ce soit au niveau de la thyroïde ou d'autres systèmes de notre métabolisme. Vous avez des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et on sait aujourd'hui que le microbiote est impliqué dans la gestion de l'appétit. On le voit bien, notamment avec les médicaments anti-obésité, les analogues GLP-1, etc. Bah, le but, c'est de booster le GLP-1 qui joue évidemment sur l'insuline, mais qui va aussi jouer sur l'appétit. C'est pas la seule chose, on a plein de choses, on peut en reparler, qui par l'intermédiaire du microbiote vont aller moduler notre appétit. Donc qui sait qui peut tenir entre guillemets quand on a très faim? C'est pas humain, donc c'est normal à un moment donné que ces personnes mangent plus à partir du moment où leur système de satiété ou d'appétit est dérégulé. Donc on a vraiment toute une série de choses. Ça peut être un manque de sérotonine lié au stress.
Et puis des personnes qui ont un microbiote déséquilibré et qui va entraîner plus d'inflammation, plus d'insulinorésistance et donc plus de stockage. Donc c'est vrai que toutes ces situations montrent que d'une part on n'est pas égaux, mais ça clairement pas. On sait qu'il y a des souches dans notre microbiote qui sont associées à la minceur. Vous les avez pas, eh ben tant pis pour vous. Donc c'est pas vraiment, moi c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, c'est de sortir de ce réflexe, de cette diabolisation du surpoids et de l'obésité, comme quoi ce serait vraiment lié à un manque de volonté. Et même le patient parfois il dit j'ai aucune volonté. Je manque de volonté, c'est terrible. Mais je leur dis, c'est pas vous qui manquez de volonté, c'est simplement qu'il y a des dérégulations au niveau du corps ou des mauvaises habitudes qui ont été prises. Nous ne sommes pas non plus responsables de notre éducation nutritionnelle, des habitudes que nous avons reçues. Donc, c'est des choses qu'il faut désapprendre et puis en réapprendre de meilleures. Donc, il y a vraiment, finalement, pas de cas où la personne est vraiment à 100% responsable d'une prise de poids qu'elle n'a pas souhaitée. Et je pense que ce sont des messages très importants à faire passer parce que finalement cette culpabilité c'est de la souffrance et cette souffrance elle va elle-même entraîner du stress et des comportements alimentaires peut-être moins adaptés, des choix alimentaires moins adaptés, alors que quand la personne se sent beaucoup plus à l'aise et moins coupable, ça va faire diminuer cette charge en stress et donc ça va l'aider finalement à mettre en place de nouveaux comportements. Mmh. Ouais, c'est super intéressant justement. J'ai envie qu'on rentre un petit peu dans ces hormones et ces bactéries qui forcément ne sont face auxquelles on n'est pas tous égaux. Mais peut-être juste avant, vous avez commencé par parler, voilà, de personnes avec un métabolisme bloqué. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? On entend de plus en plus et je pense que c'est une bonne chose. Oui, il faut relancer votre métabolisme. Je pense que j'entends cette phrase, bon après je suis bien ciblé par les réseaux aussi, mais c'est une phrase que j'entends non-stop. Mais peut-être expliquer déjà c'est quoi, le métabolisme et pourquoi est-ce qu'on veut relancer le métabolisme? Quel est l'intérêt et comment est-ce qu'on fait? Alors, de manière très, on va dire, très générale, le métabolisme, c'est vraiment l'ensemble des réactions de construction et de dégradation, donc d'anabolisme et de catabolisme, comme on dit, dans le corps. Donc ça, c'est un peu le terme très global. Aujourd'hui, on entend métabolisme quand on parle de ça, vous l'avez dit dans les réseaux sociaux, etc. L'idée, c'est de dire brûler des calories en fait. C'est ça, c'est comment je vais faire pour brûler plus de calories et que mon corps aille déstocker. Donc de destruction de calories, parce que vous disiez destruction et construction, donc c'est la destruction de calories, c'est C'est ça? voilà, c'est comment je vais brûler des calories en boostant mon métabolisme, puisque le but souvent c'est ça évidemment quand on veut perdre du poids. Donc le métabolisme en général, c'est un terme très scientifique, mais il est vulgarisé de façon un peu raccourcie, on va dire, autour de je dois brûler des calories pour m'en débarrasser. Et donc évidemment, vous avez bien compris que les régimes, les machins, ça fait longtemps qu'on a compris que ça fonctionne pas. Donc d'un point de vue marketing, il faut bien trouver d'autres choses à mettre en place. Donc maintenant, c'est vrai, et quelque part c'est une réalité, hein, donc je ne critique pas, mais l'angle choisi, c'est pas mange moins, mais c'est brûle plus. Et donc c'est un peu ça l'idée. Euh, et donc aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs partenaires dans notre corps qui sont associés à notre métabolisme. Le microbiote en fait partie, mais c'est vrai aussi pour la thyroïde, c'est vrai aussi pour les mitochondries qui sont ces petites usines énergétiques qu'on a par milliers dans nos cellules et qui finalement transforment la matière première que sont les calories ingérées en énergie utilisable par nos cellules, c'est-à-dire l'ATP. Et donc, évidemment, plus vous allez transformer vos calories en ATP, et plus vous allez garder la ligne. On va le dire comme ça. Donc, on a aujourd'hui toute une série d'acteurs impliqués dans ce métabolisme et il est vrai, important d'aller chouchouter si on veut garder un bon équilibre. Et donc du coup, là, vous en avez cité quelques-unes, mais quelles sont
coup pour parler un petit peu des hormones, parce qu'on parle souvent maintenant des hormones pour la perte de poids, mais notamment par rapport au mécanisme que vous citiez ici. Quelles sont les hormones clés qui sont impliquées euh, dans cette régulation du poids, dans cette capacité du coup de notre corps à transformer les calories en énergie. Et je pense que du coup c'est intéressant aussi ça va nous mener un petit peu vers la fatigue et le stress, parce que vous disiez que si on produit pas assez d'énergie, enfin si on peut avoir un déficit de transformation de ces calories en énergie. Donc on pourrait s'imaginer que si on est souvent fatigué et qu'il y a une perte de poids, enfin une difficulté à perdre de poids associée, ça peut être relié au même mécanisme. Et je vais vous laisser peut-être un petit Absolument. peu. Mm. Oui, oui. Alors, des hormones, je vais pas être exhaustive parce que évidemment, il y en a beaucoup, mais la première à laquelle on va bien sûr penser, c'est l'insuline, puisque l'insuline, c'est notre hormone de stockage. Et donc, et c'est une hormone qui est très utile parce que parfois on dit ça et on a l'impression que c'est une hormone affreuse. En réalité, heureusement qu'elle est là parce qu'on en a bien besoin. C'est elle qui permet l'utilisation du glucose, notamment par la cellule. Donc c'est une hormone anabolisante, ok. Et donc cette insuline, malheureusement, quand elle est un petit peu malmenée pour des raisons X ou Y qui peuvent être liées au mode de vie, qui peuvent être liées au stress également ou au microbiote, eh bien, avec le temps, cette insuline devient moins efficace et donc nos tissus répondent moins bien. Et alors pour compenser, dans un premier temps, le pancréas, qui est l'organe sécréteur, va produire plus d'insuline. Or l'insuline, je l'ai dit, c'est l'hormone du stockage. Donc évidemment, si vous stockez tout ce que vous mangez et que en parallèle vous déstockez pas ce que vous avez stocké, eh bien, vous aurez compris que ça se traduit par une accumulation de poids. Et donc, cette insuline, elle est très, très impliquée. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'alimentation, en général, a un caractère trop hyperglycémiant. C'est-à-dire que le niveau de transformation des aliments va faire en sorte qu'on va notamment manquer de fibres et avoir une espèce d'assemblage de nutriments qu'on n'a pas nécessairement dans un aliment naturel qui va avoir ce qu'on appelle un effet matrice. C'est ce qui manque aujourd'hui cruellement, c'est quand on mange ces aliments qui ont un effet matrice, le corps va les métaboliser de façon beaucoup plus facile, tandis que quand on assemble un peu dans les aliments ultra transformés tous ces ingrédients, on va dire, c'est géré, c'est métabolisé de façon différente. Et donc aujourd'hui, on a une alimentation qui a tendance à trop élever la glycémie. Alors si c'est une fois de temps en temps, on est bien d'accord que nous sommes tout à fait capables de gérer ça d'un point de vue métabolique, mais quand c'est chronique et vraiment récurrent, et que c'est la base de l'alimentation est hyperglycémiante, eh bien, à un moment donné, les tissus ne répondent plus correctement et donc on va stocker du gras. Donc l'insuline, c'est une hormone qui est vraiment centrale. Après, on a évidemment la thyroïde, qui est notre chaudière, qui est vraiment l'organe qui va décréter, j'ai envie de dire, ce qu'on va brûler ou stocker, et qui est vraiment le chef d'orchestre de nos hormones. Et donc cette thyroïde, elle peut aussi être malmenée par le mode de vie, par un microbiote déséquilibré, par des polluants, par des déficits nutritionnels, puisque pour les produire, ces hormones, on a besoin de l'assiette. Vous manquez d'iode, vous manquez de sélénium, vous manquez de zinc, eh bien, vous allez avoir plus de difficultés à produire ces hormones thyroïdiennes et donc à réguler votre métabolisme. Et donc, ça, c'est vraiment, je dirais, deux hormones majeures. Après, il y a toutes les hormones aussi qui sont liées aux œstrogènes, et notamment chez la femme, autour de la ménopause. On sait très bien que cette chute des œstrogènes et cette chute de la progestérone, par ailleurs, sont à l'origine d'une prise de poids,
parce que là aussi, petite perte de sensibilité à l'insuline, une thyroïde qui fonctionne un petit peu moins bien. Donc ça, c'est quand même aussi des choses qui sont importantes. Et puis on a tout l'axe du stress avec évidemment le cortisol. On sait aujourd'hui que quand on est stressé de façon chronique, eh bien, on peut avoir tendance à accumuler plus de gras, notamment au niveau du ventre. Et donc, on sait que ce gras au niveau du ventre, eh bien, il facilite pas notre métabolisme et donc on va aussi avoir un risque augmenté d'insuline résistance. Donc tout ça se tient un petit peu et en tout cas c'est absolument évident que d'une part les hormones sont très impliquées dans la gestion du poids et que les hormones sont des partenaires proches aussi de la composition du microbiote qui va donc contribuer à les Mmh. réguler. C'est ça. Oui, donc au final, un petit peu toutes ces hormones travaillent également ensemble et je pense que et du coup, quand on a un déséquilibre d'un côté, ça peut mener à des déséquilibres, sur les autres hormones que vous avez citées et donc là-dedans, il y a une partie qui est, peut-être sur laquelle on sait peut-être facilement agir. Vous parlez de l'insuline et donc du coup de l'assiette qui va être trop transformée ou trop riche en aliments glycémiants. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être donner quelques grands exemples ou en tout cas si on pouvait déjà commencer avec cela, ce serait déjà, quelque chose de gagné. Oui, alors, c'est donc de manière générale, les aliments ultra transformés ont une tendance à élever beaucoup plus la Mmh. glycémie. Alors, on peut démarrer avec un aliment de base, le pain, par exemple. Aujourd'hui, si vous prenez du pain mie, on sait que il va élever particulièrement la glycémie. Et encore une fois, c'est pas, je parle pas d'une consommation unique, mais bien d'une consommation quotidienne et fréquente de l'aliment. Donc le pain mie a vraiment un impact sur la glycémie plus important que si vous consommez un pain au levain complet qui va être très riche en fibres parce que on va parler de microbiote beaucoup, donc on peut pas s'empêcher de parler de fibres et de prébiotiques. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qui pêche le plus dans l'alimentation, c'est que finalement on ne nourrit pas notre microbiote grâce à ces fibres et ces prébiotiques. Et donc, c'est ça qui va vraiment faire en sorte que notre microbiote s'appauvrit et se met à dysfonctionner. Donc, l'idée, c'est d'abord de ne pas manger de glucides en plus grande quantité que ses besoins. Donc quelqu'un qui est particulièrement sédentaire, ce qui n'est pas une bonne idée, hein, bien sûr, mais qui est particulièrement sédentaire, n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est maçon et qui fait un jogging d'une heure le soir, hein, on est bien d'accord. Donc, et le macronutriment qui est le plus à adapter en termes de quantité, ce sont les glucides. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent potentiellement en manger trop. Vous avez aussi dans la répartition pas mal de, entre guillemets, de choses qui pourraient être améliorées, puisque même on sait que certaines personnes mangent pas trop de glucides, mais trop de sucre. Donc, si 20% de l'alimentation est constituée de sucre, c'est un problème également, puisqu'on ne devrait pas dépasser 10%, voire moins. Euh, et donc, ça, c'est plutôt, j'ai parlé de la quantité et puis de la qualité. Et puis, pour finir, comme je l'ai dit, en termes de qualité, on devrait vraiment plutôt aller vers des lentilles, des pois chiches, du riz rouge, du riz brun, du riz complet, du quinoa, du sarrasin, des céréales non transformées qui sont encore riches en fibres qui apporte donc de quoi nourrir le microbiote. Et vous ajoutez évidemment les glucides des fruits, les glucides des légumes, des noix, tous ces aliments qui vont Mmh. apporter aussi de l'énergie, mais de l'énergie qui est accompagnée non seulement de fibres qui permettent une libération lente de l'énergie, mais aussi de tous les nutriments dont, par exemple, la mitochondrie va avoir besoin pour utiliser et transformer ses calories en ATP. Donc vraiment, ça fait partie des conseils élémentaires, c'est de limiter le pain blanc, les pâtes blanches, même si on en mange de temps en temps, c'est pas du tout un problème. C'est vraiment, voilà, le riz blanc, des biscottes, des trucs comme ça très transformés, très raffinés, qui n'ont pas cette capacité d'aller nourrir le microbiote. Mmh. Donc ça, c'est la pour la partie, insuline. Après, vous avez parlé, bon, de la partie plutôt,
euh, hormonale sur laquelle je pense qu'on va plutôt laisser ça à la consultation, parce qu'ici on est, enfin, ça va être compliqué je pense d'avoir sauf si vous avez des grands conseils généraux, notamment par rapport à la ménopause pour les femmes qui vont avoir une chute d'ostrogène, ou par rapport à la thyroïde, mais je pense que c'est peut-être un petit peu un sujet un peu complexe à aborder comme ceci hors consultation, enfin, sauf si vous avez envie d'ajouter un point là-dessus. Mais de manière générale, j'ai envie de dire que les conseils vont être les mêmes, puisque l'idée, c'est vraiment d'aller donner une alimentation qui apporte des micronutriments et une alimentation qui apporte des fibres. Bien sûr, dans certains cas, il y a des choses plus spécifiques qu'on va pouvoir conseiller. J'ai parlé de la thyroïde. Comme on a dit, si on n'a pas d'iode, et beaucoup de gens manquent d'iode, eh bien, c'est très difficile de produire des hormones thyroïdiennes. Donc, faire attention par rapport à ça, d'utiliser peut-être du sel enrichi en iode, de manger de temps en temps du poisson cru, de faire doser son iode quand même, de la faire tester par un laboratoire au niveau urinaire, et de se faire supplémenter s'il s'avère que l'iode n'est pas apporté à des dosages suffisants. Et donc, oui, il y a des choses qu'on peut vraiment conseiller par rapport à la thyroïde également, mais qui vont être souvent proches des conseils de bon sens, hein. Et après, pour les hormones féminines, œstrogènes, ménopause, etc., bien entendu, c'est voilà un traitement à voir avec son médecin. Et pour le reste, c'est des conseils du même ordre, manger, mais ça pardonne moins. On va dire qu'à partir d'un certain âge, ça pardonne encore moins. Donc, il faut être encore plus vigilant par rapport aux conseils que je viens de donner. Ouais. Et travailler aussi sur son microbiote, sur lequel on va embrayer juste après, mais je voulais du coup en profiter pour rebondir sur le dernier point, qui était le cortisol. Parce que du coup, on sait que le stress a un gros impact également sur la prise de poids, mais dans certains livres que vous avez écrits, vous parliez, parfois c'est compliqué de faire que le corps ne fait pas la différence entre un stress environnemental et plutôt un stress physiologique. Je sais pas comment vous l'aviez vous Non, l'aviez mais c'est écrit. en fait juste dire que pour le corps, le stress, c'est le stress. C'est une dérégulation. Donc, si vous avez froid pendant 24 heures, c'est un stress. Si vous avez un voisin qui vous dérange en permanence, c'est un stress. Au travail, c'est du stress. Le froid, le chaud, le bruit. Je veux dire, le stress, c'est pas juste quelqu'un qui vous agace. Donc voilà, c'est juste que pour le corps, le stress, c'est le stress. Et on sait que parfois, c'est même des petits stress légers. Et on sait malheureusement aussi que le corps a tendance à s'habituer, il s'adapte, ce qui est une qualité, mais qui peut aussi être un défaut, c'est-à-dire que vous dites, moi, je suis pas stressé, moi, stressé. Et en réalité, vous l'êtes. C'est juste que vous ne vous en rendez même pas compte. Et on parvient plus, avec le temps, à revenir à son niveau basal, j'ai envie de dire, de stress. Et ça, c'est un vrai problème parce que nous sommes tous à peu près dans cette situation de stress chronique, même léger, euh, qui va avoir un impact aussi sur la composition du microbiote. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment clairement établi. Oui, et du coup sur la perte de poids, notamment sur tout le fonctionnement de ces cellules énergétiques qui sont les mitochondries dont vous parliez. Maintenant, je pense que la pièce manquante un petit peu du puzzle, j'ai fait que la repousser jusqu'ici, mais c'est le microbiote. Comment est-ce qu'il intervient dans tout ça? D'après ce que vous avez dit, de plusieurs manières, mais comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre le rôle du microbiote un petit peu avec cet angle du métabolisme et du poids, en dehors juste d'être en bonne santé, hein, bien sûr. Mm. Mais Alors c'est hyper vaste, c'est vraiment hyper vaste. C'est-à-dire que déjà il faut comprendre ce que c'est le microbiote, mais je pense que les gens qui nous écoutent ils savent quand même. oui. Mais rappeler que c'est pas que des bactéries, que c'est des archées, c'est des virus, c'est des levures. Donc le microbiote c'est quelque chose de très très vaste et que on parle beaucoup de bactéries parce que c'est ça qui est le plus étudié, mais qu'on sait aujourd'hui que les bactériophages, notamment les levures, sont également impliqués dans nos métabolismes et le travail de recherche commence, je dirais, un petit peu pour ces autres partenaires. Et ce microbiote, on l'a très longtemps associé
à la santé digestive, à juste titre, bien évidemment. Donc tout ce qui est ballonnement en gaz, constipation, diarrhée et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais aujourd'hui, on sait que en fait, il impacte l'ensemble de notre corps. On parle d'axe intestin-cerveau, axe intestin-poumon, axe intestin-rein, intestin-vagin, intestin-peau, et donc en fait, et même intestin-mitochondrie, puisqu'il y a aussi, en fait, comme il impacte tout, on pourrait donner des axes, évidemment, sur tout. Alors, comment est-ce qu'il est capable d'agir par plusieurs mécanismes? D'une part, parce qu'il influence notre système immunitaire et qu'on sait que, par exemple, l'inflammation, elle fait partie, c'est un des mécanismes qui fait partie de notre système immunitaire. Et donc, cette inflammation, aujourd'hui, elle est impliquée dans la prise de poids parce que quand il y a un problème d'inflammation, eh bien, ça va favoriser de l'insulinorésistance qui elle-même est pro-inflammatoire et donc très vite on peut se retrouver dans ce cercle vicieux. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il y a toute une famille, j'ai envie de dire, de bactéries, particulièrement les protéobactéries, c'est des Escherichia coli, des Klebsiella pneumonia, etc., qui vont être des bactéries Gram-, qui sont porteuses de petits morceaux de membrane qu'on appelle des LPS, des lipopolysaccharides. Et donc, ces petits LPS sont libérés en excès dans la circulation et vont aller vraiment stimuler des récepteurs qui influencent notre métabolisme. Dans le mauvais sens, vous l'aurez compris. Donc, quand on mange de façon plutôt déséquilibrée, qu'on manque de fibres, par exemple, qu'on mange beaucoup de gras, beaucoup de viande et industrielle et transformée, on a tendance, avec le temps, à développer les protéobactéries, à libérer plus de LPS, et ces LPS vont aller donc faire plus d'inflammation et d'insulinorésistance. Ça, c'est un des grands mécanismes aujourd'hui par lequel le microbiote va influencer les maladies métaboliques, et c'est vraisemblablement le mieux étudié, hein, puisque Patrice Cani a étudie ça depuis maintenant 20 ans, il y avait déjà des publications, ça a commencé, on va dire, il y a presque 20 ans. Donc c'est vraiment un des mécanismes importants. Après, vous avez d'autres mécanismes, puisque le microbiote, il peut fabriquer plein de molécules, et des molécules qui sont aussi très favorables à notre santé et à notre métabolisme, et par exemple des acides gras à chaîne courte. Et donc il y a plusieurs acides gras à chaîne courte, le butyrate, l'acétate, le propionate, qui doivent être produits dans des bonnes proportions et qui, de manière générale, sont plutôt protecteurs. Après, quand on en produit de façon déséquilibrée, ça peut avoir aussi une incidence sur les calories qu'on absorbe, par exemple. Donc on sait que le butyrate, il est très anti-inflammatoire, il va protéger la muqueuse, il va faire en sorte qu'on va produire plus de mucus. Et donc fatalement, quand on a une bonne muqueuse bien protégée, on a tendance à moins faire passer les LPS. Donc la boucle est bouclée. Oui, ça va un peu toujours ensemble. Il faut empêcher qu'elle se produise, mais il faut aussi empêcher qu'elle passe au travers de ce... Parce qu'on parle souvent de la barrière intestinale et de l'intestin perméable, plutôt dans les problèmes digestifs, mais du coup, ce serait le même mécanisme Absolument. Dans le cas de la prise de poids. Et du coup, j'imagine qu'il y a aussi certaines personnes qui se disent « Ah, mais moi, je mange bien ». Depuis toujours, et pourtant voilà, je suis sujet à une inflammation, ou j'ai des problèmes digestifs, ou voilà. Comment est-ce qu'on bon, voilà, on sait qu'il y a peut-être aussi d'autres facteurs plus génétiques, ou de la petite enfance, ou peut-être de la prise médicamenteuse qui peut avoir un effet sur le microbiote. Et est-ce que aujourd'hui, du coup, il y a un peu des bactéries qu'on appellerait des bactéries qui font grossir, ou des bactéries qui font mincir, ou c'est plutôt cet équilibre dont vous parliez, avec le fait de garder une paroi intestinale qui ne laisse pas passer ces bactéries à grammes négatifs, et qui en même temps protège et empêche de les produire à la base aussi. Alors, j'entends un peu deux questions dans ce que vous venez de dire. La première, c'est un aspect fondamental qui ne fait que
je vais dire, rajouter à ce que j'ai dit en introduction, à savoir qu'on n'est pas responsable de la prise de poids dans la majorité des cas, parce que en effet, notre microbiote est modulé dans les premières années de vie et même déjà in utero, on sait que le microbiote de la maman enceinte commence déjà d'une certaine façon à moduler, à influencer la composition du microbiote futur de son enfant. On sait que le mode de naissance est fondamental. Si vous êtes né par voie basse ou par césarienne, c'est pas la même chose. Si vous êtes né par césarienne de confort ou par césarienne parce qu'il y a eu rupture de la poche des os, les conséquences ne sont pas les mêmes non plus. Donc, on commence vraiment à bien étudier ça. Quand il y a rupture de la poche des os, on va être un peu plus proche d'un microbiote de l'enfant né par voie basse. Alors que si c'est une césarienne qui est vraiment programmée de confort, c'est pas la même chose. Donc la façon dont on a été nourri, si on a été allaité ou pas allaité, combien de temps, si la maman a reçu elle-même des antibiotiques autour de l'accouchement ou si le bébé a reçu des antibiotiques dans les premiers mois de vie, on sait que dès la première prise d'antibiotiques, ça va avoir un impact. Et donc, il est vraiment intéressant de donner des oméga 3 à un enfant qui reçoit des antibiotiques parce que ça peut corriger un peu les effets délétères de ces antibiotiques sur son microbiote. Donc, on a un microbiote qui se formate, on dit dans les 1000 premiers jours, on parle de la DOAD, donc c'est un mot qui est en anglais Developmental Origin of Health and Disease, donc c'est vraiment une période où on se programme à être en bonne santé ou à être malade. On parle de 1000 jours. Maintenant, on sait que quand même le microbiote se module pas trop mal jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Après, encore un petit peu, mais c'est déjà plus difficile. Et puis, à partir de la préadolescence, le microbiote est vraiment très, très proche de sa stabilité. Il y a encore toujours des petites choses à faire, bien évidemment, mais c'est vrai que on sait aujourd'hui que ce microbiote, voilà, on part avec un potentiel que l'on peut détruire, bien sûr, que l'on peut aussi améliorer par notre mode de vie, mais le microbiote fait toujours preuve de résilience, donc il va plutôt revenir à sa composition qu'il avait auparavant. Donc ça, c'est vraiment pour ce côté-là. Et après, pour votre deuxième partie de question, on sait qu'il n'y a pas une bactérie comme ça, tac, qui est responsable de tout, mais quand même, on a vraiment maintenant une belle vision sur des profils, on va dire, avec des souches qui sont quand même pas mal pointées du doigt. On a notamment, je parlais des travaux de Patrice Cani, Akkermansia mucinifila, qui, on le sait, est très impliqué en cas de manque. En tout cas, les personnes en situation d'obésité ou atteintes de diabète de type 2, souvent, manquent d'Akkermansia mucinifila. Mais il y a d'autres souches très anti-inflammatoires, comme Faecalibacterium prausnitzii, qui vont plutôt être associées, quand elles sont trop peu présentes, à un risque augmenté de surpoids et d'obésité. Et il y en a d'autres, notamment, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est protéobactéries, Escherichia coli, etc. Ce sont quand même des souches aussi qui sont plutôt associées à des profils à risque. Et après, dans l'autre sens, vous avez des souches plutôt protectrices. Je pense à Christensenella minuta, par exemple. Si vous en avez un bon paquet, eh bien, c'est très associé à la minceur. Donc, les gens très minces ont parfois des souches un peu en plus que les autres ou en plus grande quantité. Et ça, évidemment, vous l'avez dit, c'est quand même très fort lié à l'environnement qui était présent autour de la naissance, que ce soit la grossesse, l'accouchement, les premières années de vie. Donc, c'est là qu'on comprend que on est le résultat de plein de facteurs qui n'étaient pas nécessairement sous notre contrôle. Oui, oui, et puis aussi vous l'avez mentionné un petit peu rapidement que ça a aussi un lien du coup avec tout cet axe intestin-cerveau. On sait qu'il y a un impact dans un sens, mais un impact dans l'autre sens, et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y aurait certaines bactéries qui ont un lien avec le sentiment de satiété, ou même dans le grand reportage Netflix, je sais pas si vous aviez vu, mais il parlait d'à quel point ça peut influencer
nos envies alimentaires. Donc, Mais c'est clair, c'est incroyable. Ça influence nos goûts alimentaires, nos envies, nos pulsions, notre appétit, notre satiété, nos choix. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, notamment, le fait de consommer beaucoup de fibres, eh bien, ça active du GLP-1. C'est cette molécule très à la mode dans les médicaments anti-obésité. Donc, le microbiote, il joue clairement un rôle fondamental depuis l'envie de manger jusqu'à ce qu'on va métaboliser, et en passant par ce qu'on va absorber, ce qu'on va stocker, ce qu'on va déstocker. Donc, il intervient véritablement à tous les échelons. C'est un incontournable. je dois malheureusement vous laisser bientôt parce que vous avez votre chronique sur Nutri Radio. D'ailleurs, justement, vous parlez du microbiote, donc tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder ici, j'ai encore plein de questions que je voulais On en fera d'autres, aborder, Nicolas, alors. voilà. Mais peut-être on en refera. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions que vous voudrez que je pose à Véronique dans les prochains épisodes, n'hésitez pas. En attendant, vous pouvez aller l'écouter sur Nutri Radio. Je ne sais pas comment les personnes peuvent écouter votre chronique sur Nutri Radio. Mais elle est de toute façon tout le temps dispo en podcast. Donc, Ah oui, c'est Nutri ça. Radio, il y a une appli, il y a tout. On ne peut pas la Super. louper. Et puis, il y a aussi tous les bouquins que vous avez écrits. Votre dernier qui est le... Alors, sur le microbiote, il y en a un, je vais dire un peu plus, déjà, un bon petit niveau pour ceux qui s'intéressent au microbiote, et puis un beaucoup plus vulgarisé après avec des recettes. Enfin, dans le précédent, il y Voilà, avait oui, aussi des c'est ça. recettes Mais donc parce que ça c'est votre dernier. Du coup, on c'est le microbiote plus sur mesure, Voilà, et c'est puis ça. après, il y a eu le livre de recettes. Et puis, pour les professionnels de la santé, il y a aussi sur mon site internet la spécialisation là, de Mhm. plusieurs jours où vraiment on va dans les détails enfin, toutes les pathologies, quel probiotique choisir, quel prébiotique choisir, où là, l'objectif pour moi, c'était vraiment de faire du pratico-pratique dans chaque situation, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment pour les praticiens, c'est de savoir quoi faire de toute cette information. Et on sait que les prébiotiques et les fibres n'agissent pas de la même façon les unes et les autres. Donc, mon but avec cette spécialisation, c'était vraiment d'apporter des réponses très, très personnalisées et ciblées. Ça pour les thérapeutes du coup qui nous écoutent. Et pour les C'est ça. personnes qui nous écoutent en quête de relancer peut-être leur métabolisme ou de mieux comprendre leur corps, avec quoi est-ce que vous auriez envie de les laisser peut-être un dernier message pour conclure? Alors, vraiment, hein, l'idée, c'est d'abord de manger des produits maison, le moins transformés possible. Et je dirais surtout de consciemment ajouter des fibres à son alimentation, des oméga 3, parce que les oméga 3 agissent comme des prébiotiques. Et les oméga 3, c'est un anti-inflammatoire, ça module le microbiote, ça peut jouer sur l'appétit, ça va jouer sur la sensibilité à l'insuline. Donc, il y a beaucoup de gens qui manquent d'oméga 3. Donc, si vous n'aimez pas le poisson gras, que vous n'en mangez pas au moins 2 fois par semaine, vraiment, il faut se supplémenter. Et booster son métabolisme, c'est vraiment ça, c'est redonner à manger à son corps, mais de façon, quand je dis à manger, c'est vraiment les bons nutriments, les vitamines, les minéraux. Donc, mettez des fibres, des produits végétaux, plus au menu. Et c'est pas tout, hein. Il y a la gestion du stress, il y a bouger. Donc, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Et dans ma Bible pour perdre du poids sans régime, qui fait quand même 600 pages, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de recettes, j'aborde tous ces aspects-là parce que voilà, j'en avais marre de ces trucs et manger moins et se restreindre et compter les calories. Et c'est tellement plus compliqué. Mais vraiment, déjà ça, redécouvrir le plaisir de faire à manger, végétaliser, manger plus de fibres et des oméga 3, c'est déjà des conseils qui sont très, très utiles. Super, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui nous écoutent. J'espère que ça vous parle et que ça vous plaît, qu'il y a au moins quelques petits éléments de cet épisode que vous pouvez essayer de mettre en pratique si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager l'épisode avec une personne qui serait intéressée par son contenu. Ça nous aide beaucoup. Véronique, merci beaucoup. On refera Avec grand plaisir. probablement un épisode, je l'espère. Avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt.